Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul du mois d'octobre. Octobre, mois de l'imaginaire, donc je vais vous présenter essentiellement des littératures de l'imaginaire aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que la campagne Ulule pour les objets maudits d'Emily Norksen se termine le 16 octobre, donc si vous avez envie de participer à ce beau projet, n'hésitez pas. On est donc sur un roman en tome unique, entre quête de soi, mystère, ambiance Miyazaki et un côté horrifique, où on va suivre un royaume, Catlune, qui a été libéré du joug d'un empire pendant des années, qui a été mis sous protectorat pendant des années. Et en Catlune, la particularité, c'est que les objets maudits se teintent des émotions négatives des hommes jusqu'à se transformer en rancura et devenir donc des créatures envieuses et qui vont se servir des hommes comme hôtes. On est donc face à une menace très importante parce qu'à chaque fois qu'un humain est séduit par un rancura, il n'y a pas de retour arrière, c'est-à-dire que l'humain décède. On va suivre Novem qui est un chasseur itinérant. Les chasseurs, ce sont ces personnes qui sont envoyées pour chasser ces rancuras. Il y a les chasseurs itinérants pour le compte de Janus qui est une ancienne chasseuse reconvertie en tant qu'antiquaire, et le destin d'Yel va être totalement bouleversé du jour où la reine de Roseronce va l'envoyer à Valture pour procéder à une chasse d'un rancura particulièrement meurtrier et où des vérités vont être levées. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à nous soutenir dans ce magnifique projet. Aujourd'hui, je vais vous présenter autant des réceptions qui sont un peu impactées quand même par le fait qu'il y a Halloween qui approche, et aussi des petits achats que j'ai pu faire en salon. La première réception, c'est la plus grosse. C'est pour ça que je vous la montre tout de suite, parce qu'elle est très encombrante. C'est un texte que j'ai déjà lu, mais c'est la première fois que Brajon m'envoie les illustrations de cet illustrateur, parce qu'à chaque fois, voilà, c'était des SP limités et je n'avais jamais pu le découvrir, notamment sur des textes qui m'intéressaient un peu plus. Mais là, donc, j'avais déjà lu ce texte, c'est pas celui que je préfère de Lovecraft, mais je vous présente L'abomination de Dunwich, qui est donc un texte extrêmement raciste. Bon, ça c'est habituel hein, chez Lovecraft, hein, faut pas être étonné, hein, c'est-à-dire que la question du métissage dedans, elle est très glissante. On est donc sur une ville qui est un petit peu maudite, où les montagnes murmurent, où des feux sont dressés pendant certaines nuits, et où un enfant naît de parents un petit peu particuliers. Et cet enfant va se mettre à parler extrêmement tôt et à grandir extrêmement vite, et des choses vont être de plus en plus bizarres et sanglantes dans le village. Donc c'est un classique de Lovecraft. Baranger, c'est un type d'illustration qui n'a rien à voir avec Amelgome, hein, qui est Amelgome beaucoup dans le détail, dans le dessin en crayon et tout. Là on est plus sur du dessin numérique, hein, je pense, hein, sur ce qui est fait, mais ça rend aussi extrêmement bien, hein, ça se colle bien à l'univers. Il y a beaucoup de jeux sur les sombres, les gris, les noirs et tout ça, c'est assez intéressant, et ça permet de découvrir le texte de Lovecraft sous une forme encore plus jolie voilà, qu'un texte écrit habituellement. L'illustration fonctionne bien avec le dessin et ça m'a permis de découvrir le travail de Baranger dont je vous parlerai plus en profondeur dans un update lecture. Ce livre, en fait, j'ai pas l'impression que ça soit l'auteur de base que je pensais que ça serait, mais ça me permettra de découvrir un peu ce type de réécriture. C'est Sherlock Holmes, le dossier Dracula, donc Trahison sanglante, de Mark A. Latham. J'avais déjà lu, vous savez, Sherlock Holmes, VS la Toulouse, des trucs comme ça. Je pensais que ça allait être dans cette veine-là, mais a priori, je crois pas que ça soit le même auteur. On est... alors, je dois vous dire tout de suite, je suis pas du tout fan du travail de la couverture. Alors, c'est très joli, hein, ça brille et tout ça, mais je trouve ça un petit peu kitsch. Je préfère beaucoup plus le travail qu'il y avait avant sur ce type de collection. Voilà, pour être sincère avec vous. Mais j'avais envie de redécouvrir un petit peu le mythe de Sherlock Holmes par ce biais-là, hein, parce que dans la 4e de couverture, on sait qu'il y a eu un noble transylvanien qui a été assassiné par le docteur Van Helsing, et il y a aussi Lucie qui a été assassinée, donc il y a plein de références au texte de Dracula que j'aime beaucoup, donc ça va permettre de voir une petite réécriture, ça va se lire très bien. En ce moment je suis en pleine littérature vampirique, donc ça va être assez cool, mais j'ai hâte, hein, bon, t'illustrer, hein, c'est doré, c'est ces petites collections un peu steampunk qui sont assez sympas, et j'ai hâte de voir voilà, si ça va me plaire ou pas, mais je pense qu'en lecture détente entre deux grosses lectures, ça va très bien se mettre. Ce type de littérature, je suis jamais très exigeante parce que je sais que c'est des réécritures et que c'est basé sur du fanservice. Et la 3e lecture que Brajon m'a envoyée, c'est ma lecture actuelle qui est très sympa. C'est du gothique mexicain. Je vous présente Mexican Gothic. Donc c'est un livre qui a eu le prix Locus, voilà, qui a eu des prix assez prestigieux. Bon, pareil, je comprends pas pourquoi on met le bout de 4e sur la couverture. C'est des choses qu'on ne fait plus depuis les années 80. Faut arrêter avec ça, c'est extrêmement moche.
donc c'est de Silvia Moreno Garcia. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui s'appelle Noémie. Noémie, c'est une jeune femme très libre. Son papa est riche et elle en profite. Voilà, ses belles voitures, soirées, cigarettes, voilà, tout se passe bien. On est dans les années 50, donc à Mexico. Tout va être bouleversé le jour où le père de Noémie va recevoir une lettre très inquiétante de sa cousine qui a épousé un jeune homme magnifique qui s'appelle Virgile quelques temps auparavant et qui lui dit j'entends des trucs dans les murs. Et là son père dit ouh là là là, cette enfant que j'ai recueillie quelques années auparavant, elle va pas bien, donc Noémie tu vas aller constater s'il faut aller chez un psychiatre ou pas, parce que là ça ne va pas du tout. Et une fois sur place, Noémie se retrouve confrontée à un manoir qui a plus de secrets qu'elle ne le pense. Je suis à 100 pages, on n'est pas encore sur une histoire de fantômes et trucs comme ça, on n'est pas du tout là-dessus, on est plus sur des secrets de famille, des personnages un peu bizarres, on nous présente les personnages qui sont à la fois séduisants et à la fois on se pose plein de questions, j'ai plein de théories, voilà, est-ce que ça va être ça et ça, mais c'est tout ce qui fait un peu le charme du gothique. Je trouve que c'est assez réussi et j'aime beaucoup le fait qu'il y a une réinterprétation historique et notamment le fait que Noémie est métisse, et dans le texte en fait ça va avoir une vraie importance, que c'est un texte qui est assez engagé sur la question donc du racisme, contre le racisme, c'est-à-dire que le père de famille extrêmement chelou a des trucs avec le lignage, c'est-à-dire qu'il aime bien la pureté, hein. C'est un truc un peu particulier, et voilà, on est face à cette jeune fille qui représente un petit peu le contraire de ce qu'il pense. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il y a pas mal de choses, même sur le traitement des Mexicains par les Anglais, voilà, dans les mines et tout. C'est très très chouette, donc vraiment ça va, je pense que je vais le terminer ce soir, mais il est vraiment très très bien. Ensuite, on passe à un autre éditeur. Autre éditeur, on va pas présenter le chouchou tout de suite. J'ai bientôt fini. Voilà, il me reste 100 pages et je suis triste de devoir attendre encore pour le tome 3. Je vous présente donc Poudre Mage, le tome 2, donc La campagne écarlate de Brian McKellan. Poudre Mage avait été un coup de cœur pour le tome 1, c'est une de mes séries préférées de ces derniers temps. On est sur de la fantasy napoléonienne, donc avec fusil et poudre, dans un univers très militaire, où on va suivre dans le premier tome un coup d'état organisé par le général Tamas et comment remettre un pays à flot en proie à la guerre donc avec un de ses voisins. C'est beaucoup plus développé ici, la guerre avec les Kev, je crois que c'est les Kev, pas les Kevin, hein, mais il me semble que c'est les Kev, le nom, les Kez, pardon. Pauvre Kevin, ils sont Kevin tout seul entre les Kez. On a aussi une histoire de dieux qui vont se mêler un petit peu à tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de ça dans un monde où le système magique est super chouette, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parts de magie. On a les privilégiés, on a les poudres mages et tout ça. Et on va avoir un système où la poudre va avoir un rôle dans ce système magique, ça se combat au fusil, voilà, moi j'adore, voilà, ça me change. Je suis tellement heureuse d'avoir des univers qui nous proposent pas du médiéval parce que c'est tellement original et ça fait du bien en tant que lectrice d'imaginaire depuis un certain temps de voir des choses qui se renouvellent, et j'espère que le futur de la fantasy va se développer dans ce genre de texte. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré le premier tome. Je comprends bien qu'il y a certaines personnes qui ont reproché le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attachement pour les personnages. Moi j'ai accroché très très vite au perso, mais c'est vrai que là on s'est un petit peu plus développé, même si le côté militaire est le côté le plus important. C'est côté stratégique, militaire, violence, coup d'état, on est là-dessus. Dans celui-ci, c'est, mon Dieu, comment meurtrir mon cœur, voilà, si je peux le décrire comme ça. Mais il y a plusieurs points de vue, il y a le point de vue de Tamas, il y a le point de vue de Taniel qui est son fils, il y a le point de vue d'Adamat qui est donc un inspecteur. C'est vrai que moi Taniel c'est mon petit bref, voilà, et avec sa petite sorcière rousse, moi je les aime trop tous les deux, et tout va mal se passer dans ce tome-ci. Il y a beaucoup de renversements de situation, de choses assez violentes et qui malmènent un peu le lecteur, et c'est vrai que bah voilà, pour moi c'est une réussite, même s'il souffre un petit peu de problèmes du tome 2, il en reste que j'ai hâte de lire ces 100 dernières pages pour savoir comment ça va se terminer, mais je pense que ça va être très très bien. Et si vous avez envie de sortir un peu du cliché de l'imaginaire médiéval, n'hésitez pas à partir là-dessus, c'est très bon, mais il faut savoir que c'est extrêmement militaire, coup d'état, bataille et tout ça. Si c'est pas votre truc, ne vous y lancez pas. Et en termes de petites réceptions, on finit avec Pocket. Le premier, je l'ai lu, j'ai pas du tout aimé, voilà, pas que j'ai pas du tout aimé, j'ai aimé la première partie, la deuxième, j'ai trouvé ça chiant et long. Donc la dernière arche de Romain Benassaya chez Pocket, je l'avais voulu le tester parce que c'est un peu de la SF fantasy, du moins c'est comme ça qu'il nous l'avait
un peu vendu. On est sur l'histoire de Shori au début du roman, qui vit dans la Mésopotamie antique et qui va être mise en esclavage jusqu'au jour où Hatim va lui proposer soit de partir vers la religion, donc dans des temples, soit de l'accompagner, de l'envoyer vers un fort qu'elle devra protéger, ce qu'elle va choisir. Elle va l'aider dans cette tâche avec une soixantaine d'autres personnes, jusqu'au jour où Lena, une jeune femme du 22e siècle, va débarquer dans ce fort et va tout renverser, va se faire poser plein de questions. Voilà, c'est un roman donc en première partie qui est plus sur de la découverte de personnages, sur un univers qui se crée, tout ça, et qui parle vraiment dans des tripes SF à la fin, qui pour moi sont très clichés de la SF, ce que j'aime un peu moins dans la SF. Je pense que c'est peut-être le côté space opéra qui me plaît pas trop. Et Pocket m'a aussi envoyé, alors celui-ci qui a l'air extrêmement bien, du moins la préface survend le bouquin. Il s'agit donc de Vors, oui c'est ça, de B. Catling, qui est une histoire de forêt. Voilà, une histoire de forêt mystérieuse où il y aurait des créatures et un homme va enfin se décider à l'explorer. On est, selon la préface, sur un truc totalement inédit, totalement différent de ce qui est fait d'habitude en imaginaire, ce qui devrait être plus fait en imaginaire selon Alan Moore. En fait, on est sur un truc un peu, je pense, onirique et épique. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai très hâte, il faut vraiment que je me pose, je pense que ça va être assez demandeur en termes de lecture, donc voilà, j'ai hâte de le voir, les couvertures sont très sympas, c'est une trilogie, et on va voir ce que ça donne. Non, mais moi j'aime beaucoup les récits d'exploration, de forêt et tout, je pense que ça va me plaire, j'espère que ça va pas partir dans des tripes SF bizarres, j'espère que ça va être à la hauteur de ce que la préface vend. Donc en termes de réception, voilà c'est tout, c'est déjà très très bien pour le coup. Et aujourd'hui je vais vous présenter les petites réceptions, ce que je me suis acheté en salon, voilà pour le coup. Alors le premier qui me tombe sous la main, c'est Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. J'avais jamais rencontré Aurélie Wallenstein auparavant et c'était super comme discussion. On a parlé de la dark fantasy et tout ça, et en fait je voulais lire un peu un truc de dark fantasy et elle m'a conseillé Le Dieu Oiseau, qui est un livre sur le cannibalisme. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est une thématique que je trouve très intéressante. Et pour moi c'est un tabou extrêmement fort, c'est-à-dire que c'est un truc qui est très prégnant chez moi, parce que peut-être je suis habituée à d'autres tabous dans la littérature, c'est-à-dire que quand tu lis Game of Thrones et tout ça, c'est vrai qu'il y a d'autres tabous de société qui sont un peu levés. Cannibalisme c'est quand même particulier. Mais ce qui m'a intéressé dans le roman, c'est ce qu'elle m'avait dit, et je suis d'accord avec ça, c'est que c'est pas trop... il est présent, c'est un thème qui est très présent dans le texte, mais il n'est pas trop violent. La manière dont elle est apportée est glauque et bien faite, sans être trop regardée, il y en a partout. Voilà. On est sur l'histoire de Faolan, qui est un jeune homme dans le récit, mis en esclavage sous la coupe de Torok. Torok, c'est le fils du chef de clan qui a remporté cette grande compétition qu'il y a tous les 10 ans, voilà, pour élire qui est le clan qui va dominer les autres. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le clan Torok, il a mangé le clan de Faolan. Voilà, je rigole, mais je rigole parce que c'est gênant, quoi. Faolan, donc, il a été un peu traumatisé de voir son père passer à la broche, dans ce sens-ci, et de voir toute sa famille massacrée, et Faolan va tout faire pour survivre. Notamment, là, il y a la prochaine compétition qui est organisée, et Torok lui a promis qu'il le mangerait si il gagnait. Donc Faolan dit, moi j'ai pas envie de passer au four, donc on va essayer de se bouger. Sachant qu'il n'a pas subi d'entraînement parce que voilà, ils font tout pour qu'il ne survive pas. C'est un roman sans concession qui est porté par des personnages adolescents, donc il y a voilà, ce côté adolescent derrière, mais qui est très violent, voilà, en sous-texte, mais la violence est amenée du fait qu'elle n'est pas trop visuelle, voilà, c'est plus dans les souvenirs et dans les choses assez choquantes comme ça, mais ça n'a pas volonté d'être choquant, voilà, on va pas voir des gens manger, voilà, d'autres gens dans le texte, voilà, c'est mieux fait que ça. Donc vraiment un très très chouette livre de fantasy assez sombre que je vous conseille, voilà, mais j'en reparlerai plus profondément en update lecture. Je me suis pris suite au discours de l'auteur, parce qu'on en a parlé, j'avais lu son premier tome et j'avais bien aimé, sauf le côté sexiste, et on en a parlé, et je trouve ça super que les auteurs voilà, parlent du fait aussi de la réception de leurs livres et que c'était pas forcément ce qu'ils avaient voulu écrire et tout ça. Donc je vous parle du tome 2 du Bâtard de Caussignan, donc de Fabien Cerutti, Le fou prend le roi.
qui est donc la suite de cette histoire. Comment il s'appelle? C'est Pierre, voilà, Pierre de Cossignan dans le XIVe siècle, qui est un chevalier qui dans le premier tome va être lié à un complot fomenté autour de la reine elfe, voilà, parce qu'il y a il y a des elfes, voilà, il y a tous ces personnages là qui existent. C'est de la fantasy historique, c'est-à-dire qu'on est dans un carcan historique voilà, du XIVe siècle, avec toute la technologie du XIVe siècle, mais avec des créatures fantastiques. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le personnage principal est un peu un James Bond, voilà, il couche avec tout ce qui bouge, voilà, et c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais on verra ce que ça donne, parce que le côté historique valait vraiment le coup de le lire. Ensuite, je me suis pris ce petit tome parce que j'avais adoré le texte de l'auteur, et je me suis dit bon, on va découvrir ça. Je me suis pris donc Boutica de Jean-Laurent Del Sacoro. Alors c'est un personnage historique qui m'intéresse beaucoup, que bon, j'ai lu quelques petites choses, notamment quand j'avais lu le gros livre sur les Celtes que j'avais eu, ils en parlent, c'est une figure, alors elle a existé hein, a priori Boutica, mais c'est devenu presque une figure, vous savez, mystique, c'est une combattante celte qui a résisté à l'oppression, et j'ai hâte de voir ce que ça donnait. A priori c'est sur la jeunesse de Boutica qu'on connaît pas. Voilà, donc ça va être une réinterprétation historique de ce personnage féminin qui est assez emblématique et qui est très badass, donc j'ai vraiment hâte. J'avais beaucoup déjà aimé la plume et comment est amené l'univers de l'auteur. Je pense qu'il va y avoir un côté historique comme j'aime beaucoup, donc là j'ai très hâte, et celui-ci va être lu prochainement je pense. Ensuite, à Étange Grande, c'est Tess qui m'a offert ce livre, donc je le présente pour le coup. C'est donc La malédiction du scarabée bleu de Josh Lanyon, qui est donc un livre, c'est plutôt un thriller à ce qu'elle m'a dit. C'est un roman MM, alors j'ai pas trop l'habitude de ça, j'ai eu un grand passé avec le yaoi quand j'étais adolescente, mais c'est vrai que c'est pas le genre de littérature que je découvre particulièrement, et c'est une maison d'édition qui est assez connue, un MXM Bookmark, et ça me permettra de découvrir un peu la maison d'édition. On est sur l'histoire hein, sur un docteur voilà, qui va enquêter un petit peu sur d'étranges morts perpétuées par une société secrète, et on va aller je pense dans l'Égypte et tout ça, donc ça va être assez cool, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je connais pas trop, j'y vais sans préjugés, je vais y aller sans préjugés, et je vais y aller en mode ça va être une lecture très détente, et je pense que ça va être beaucoup d'humour et ce genre de choses, donc on verra si ça me plaît, mais je suis contente qu'on me propose des choses qui me sortent un peu de mon univers habituel. Ensuite, aux Aventuriales, je me suis pris 2 livres, dont un qui est magnifique que je vous présente tout de suite. J'ai tellement hâte de le lire. C'est Émilie qui m'en a parlé, alors c'est loin d'être la série la plus connue de l'autrice, mais l'édition est magnifique. J'ai tellement hâte de lire ce que... J'ai vraiment hâte. Je vous présente Qui est Vendien de Megan Lincoln, donc Robin Hobb, voilà, c'est son vrai nom, qui est donc un intégral d'une série qu'elle a écrit, qui est un peu... young adulte selon Emily, qui se situe dans un univers où il y a des harpies et où il y a une jeune femme qui a perdu en fait son mari et ses enfants il me semble. Et a priori il y a toute une question de religion qui est soulevée là-dedans, ça se passe un peu dans les pays du froid. J'ai très hâte, mais regardez-moi cette couverture, c'est magnifique. Et j'ai hâte de relire Robin Hobb, hein. Je ne ferai que ça de mes journées, mais vraiment cette édition est magnifique, et je vais me le garder je pense pour la fin de l'année, histoire au coin du feu de me lire ce gros intégral, parce que me connaissant je vais le lire d'un coup, hein, ça c'est toujours mon problème. Et ensuite je vous présente le 2e et dernier tome d'une duologie que je viens de terminer, je l'ai lu dans la foulée. Je me suis pris Vaisseau d'Arcane d'Adrienne Thomas, le 2e tome, donc qui est un univers comment dire, un petit peu steampunk, où c'est un peu complexe à vous décrire. Dans le premier tome on suit Soph, qui est une infirmière qui va enlever son frère qui a été touché, c'est-à-dire que la foudre lui est tombée dessus, et dans ce monde en fait c'est particulier, ces gens qui sont touchés servent à la communauté, notamment en termes de ressources énergétiques, et elle va donc emmener son frère loin de la ville pour le sauver, voilà, et je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. On est dans un tome 2 ici qui est beaucoup plus dans le complot, alors qui est selon moi beaucoup moins bon que le tome 1, voilà, qui malheureusement part dans des choses qui m'ont moins conquise. Après voilà, la série est terminée, il y a une vraie fin qui est assez jolie, mais pour le coup j'ai été assez surprise de l'avancée en fait du récit. Je pensais pas qu'on allait aller par là, et j'ai pas été très satisfaite pour ça, mais je vous en parlerai un peu plus en update lecture. Ce sont des très belles éditions, j'aime beaucoup le travail qui a été fait dessus.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté pendant ce mois de septembre-octobre. Merci à tous ceux qui ont contribué à la campagne Ulule, ça nous touche énormément et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.